est avec nous. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, Yves. Avec ton opiniâtreté, c'est comme ça qu'il faut appeler, tu as retrouvé en fait une partie de ton droit de pratique. Les auditeurs demandent qu'est-ce que tu as retrouvé et qu'est-ce qui te reste encore à retrouver pour revenir le Pierre Mailloux avec tous ses droits et toutes ses licences du temps où on arrêtait de le titiller partout. Bon, ce que j'ai retrouvé, c'est mon droit de pratique de la psychiatrie auprès des adultes et des vieillards, avec des limitations. Je n'ai pas le droit de prescrire des doses élevées d'antipsychotiques comme j'avais l'habitude de le faire auparavant chez les patients sévèrement atteints de schizophrénie. Je n'ai pas le droit de plus de traiter des enfants et des adolescents en psychiatrie. Alors, je suis de retour depuis le 1er mai en pleine pratique pour adultes et enfants, mais avec les traitements habituels, sans pouvoir excéder, et sans pouvoir traiter des enfants et des adolescents comme j'ai toujours fait à venir jusqu'à il y a 5 ans. Donc, t'as un peu les mains attachées, là. Ils ne reconnaissent pas encore ta compétence dans toute son étendue habituelle. Ce qui est un peu surprenant, c'est que lors d'un jugement en Cour supérieure à Trois-Rivières, dans le dossier disciplinaire 675, l'avocat, il est écrit dans le jugement du juge Bolduc que l'avocat du syndic a admis qu'il était permis de prescrire des doses élevées d'antipsychotiques en combinaison chez les patients dans des cas, dans certains cas. Alors, le traitement dont je suis le pionnier est maintenant permis pour tous les médecins et psychiatres, mais pas pour moi. OK. Alors, c'est cet aspect-là là, que j'ai l'intention de faire valoir devant la Cour d'appel du Québec dans les prochaines semaines. OK, donc c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour toi qui pourtant est le précurseur de cette méthode-là. Exact. C'est moi qui ai mis ça au point, qui a développé ça graduellement sur presque une trentaine d'années. Mm-hmm. Et j'en suis le pionnier et très fier de l'être. J'ai donné de nombreuses conférences dans le Canada à cet égard. Malheureusement, on ne me reconnaît pas compétent pour appliquer le traitement que j'ai mis au point. Traitement qui est permis dans ces cas-là par même des médecins de famille et les autres psychiatres. OK. Et as-tu, comment ça regarde, tu connais un peu le monde judiciaire, en fait pas le judiciaire tellement, mais celui de la cour et le monde légal, appelons-le ainsi, crois-tu, t'es-tu en voie de recouvrir tout ça, ces droits-là, tu penses? Ben, écoute, c'est Louis Hamon qui a écrit dans Louis Chapdelaine, dans Maria Chapdelaine. Oui. Où Monseigneur Félix-Antoine Savard dans Renaud Maître Draveur, les lettrés me diront où, mais on retrouvait à la fin de chaque chapitre de ce roman-là, d'un de ces deux romans-là, et nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. C'est bon. Mailloux est d'une race qui ne sait pas perdre. Très bonne attitude, Pierre. Je suis d'une race qui ne sait pas perdre. Alors, je vais tout faire légalement pour gagner mon point. Chose certaine, c'est que je suis pas trop parti pour perdre parce que le mois prochain, le syndic adjoint Mario Deschênes et moi allons célébrer le 15e anniversaire de nos hostilités. 15 ans d'hostilité. Et raconte, Pierre, tout l'argent déployé en cours pour la cause Mailloux, c'est quand même assez impressionnant à entendre et épeurant quelque part aussi. Alors, le Collège des médecins a englouti 1,3 million d'argent pour m'attaquer depuis 15 ans. Minimalement 1,3 million. Ceci concerne uniquement le personnel et les comités de discipline. Ça exclut les frais que la société a engagés contre moi en payant les 34 juges, les temps de salle d'audience dans les palais de justice, le personnel attaché à toutes ces nombreuses parutions-là. Écoute, ça, j'ai aucune idée, mais ça doit sûrement pas être moins d'1 million.
Imagine. J'en suis à 6 comités de discipline. Alors, pour les 6 comités de discipline et tout le personnel qui a été dédié, attaché aux poursuites contre moi au Collège des médecins, 1,3 million à partir des cotisations que versent les médecins à chaque année dont j'étais au Collège des médecins. Ceci, je le répète, ceci n'inclut pas tous les frais devant le tribunal des professions, les cours supérieurs et la Cour d'appel du Québec, qui, au total, regroupe 34 juges dans mon dossier, dans mon affaire. C'est énormément de monde qui ont entendu parler ou qui ont dû se prononcer sur l'affaire Mailloux. Pierre, rajoutons à ça que, en conclusion, tu recouvres tous tes droits. Donc, Oui. Accuser quelqu'un, désigner des torts chez quelqu'un, procéder au niveau légal, et puis en bout de ligne, la résultante, c'est que tout ce qu'on t'a enlevé t'est remis, donc on s'admet dans l'erreur de t'avoir accusé et entre autres attesté que tu n'avais pas des compétences, on est obligé de te redonner des compétences. C'est un peu fou à 1,5 million, et quand ça, ce sera arrivé, on sera peut-être rendu à 2,5 millions. Alors, on en a encore 2-3 ans minimum. Mais là, je suis en train de préparer une requête en arrêt des procédures. Alors ça pourrait mettre fin à toute la saga OK. qui m'entoure. Ben, avec le point que quelqu'un a reconnu que ces doses-là ont raison d'exister et d'être. Mais là, écoute, avec l'admission, Ben oui. c'est écrit dans le jugement du juge Bolduc que l'avocat du syndic, mal pris, a admis devant le juge Yves Bolduc en Cour supérieure à Trois-Rivières qu'il était permis, effectivement, d'utiliser le traitement pour lequel on m'a condamné, on m'a pourchassé. Ah ouais. Et écoute, c'est une demi-victoire. La victoire n'est pas totale, mais je suis très content de cette admission de la part de l'avocat du syndic. C'est gros, là. Alors, le traitement qu'on trouvait fou dangereux, pour lequel on m'a attaqué en 2006, maintenant est admis comme étant, oui, un traitement possible dans certains cas. Intéressant, Yves. Intéressant, effectivement. Oui. Pierre, dans les questions des auditeurs, c'est quand même surprenant parce que tu drives la jante féminine, la femme, assez sévèrement, avec humour parfois, disons-le, caustique, mais elle t'est toujours très fidèle, parce que les questions qu'on a régulièrement viennent de femmes, mon cher Pierre, toi qui es drive d'aplomb. Surprenant. Je ne drive pas les femmes d'aplomb, je drive les tartes d'aplomb. OK, comme tu as dit l'autre jour. Beaucoup de respect pour les femmes qui ont du cœur, qui ont de la sensibilité, qui ont de l'intelligence, et évidemment qui ont de la beauté. Ben oui. Alors, j'en ai contre les tartes, pas contre les femmes. Alors, Diane demande comment faire pour différencier la démence de l'Alzheimer. Et est-ce qu'il s'agit là de maladies psychiques ou encore c'est bio? Elle voudrait que, de ta part, tu puisses expliquer ce qu'est la démence. Pourquoi appelle-t-on ça de la démence et ne l'appelle-t-on pas Alzheimer? Je pense que le centre de sa question, c'est ça. C'est mal tourné là, parce qu'elle l'a écrit, là, mais je vois que c'est ça. Oui, l'Alzheimer est une forme de démence. Il y a plusieurs formes de démence, dont l'Alzheimer, dont la démence athérosclérotique, dont la maladie de Pick, dont d'autres formes. OK. Comprends-tu? D'autres formes d'encéphalopathie, par exemple chez l'encéphalopathie portocave chez les alcooliques. Il y a plusieurs formes de démence. Toutes les démences résultent d'une atteinte du fonctionnement du cerveau. OK. Alors, c'est soit les neurones, les cellules du cerveau qui sèchent ou qui meurent, ou soit que les vaisseaux qui amènent le sang au cerveau pour le nourrir se bouchent.
Donc, les fonctions... Que le sang contienne des toxines ou n'arrive pas à s'épurer et intoxique le cerveau, comme dans l'encéphalopathie porto-cave, lorsque le foie fonctionne mal et n'arrive pas à nettoyer le sang. Okay. Alors, tu comprends que dans le phénomène de la démence, il y a la cellule du cerveau qui peut être atteinte, il y a le vaisseau sanguin qui va nourrir la cellule du cerveau qui peut être atteinte, et il y a le contenu du sang qui peut intoxiquer le cerveau. Alors, ce sont les trois formes de démence. Est-ce qu'il y a des liens? Il y a d'autres formes aussi. Par exemple, l'Alzheimer. Pour revenir à l'Alzheimer, oui. Elle a un cousin. L'Alzheimer, c'est toutes les cellules du cerveau qui dégénèrent, qui meurent. Et la maladie de Pick, c'est la partie frontale du cerveau qui meurt. C'est seulement une partie qui se met à mourir. OK? Est-ce qu'il y a des similitudes ou des liens quelconques entre, parce que tu viens de parler d'un phénomène qui est quand même bio, avec le phénomène psycho. J'entends par là, est-ce que la schizophrénie a un lien quelconque avec la démence? Non. Non plus. OK. Non, on l'avait appelé la démence précoce, mais ce n'est pas... la schizophrénie n'est pas un phénomène démentiel. Non, pas du tout. Okay. La schizophrénie est une maladie du fonctionnement du cerveau. Pas de mort neuronale. OK. Au niveau de sa cellule. Okay. Oui, c'est au niveau les cellules du cerveau fonctionnent mal. Elles ne meurent pas. OK. Donc, l'origine, et là on tombe un peu dans les choses un peu plus compliquées, j'admets, là, sûrement. Là, quelle est l'origine? Donc, est-ce que la démence, entre autres, et l'Alzheimer, qui semble de plus en plus commune comme maladie, parce qu'on en parle beaucoup, ça serait quoi les souches comparativement justement à ce dont tu parles souvent, qui est celui de la schizophrénie? Est-ce que c'est héréditaire? Comment décrire tout ça? Bon, les deux formes les plus fréquentes de démence, l'Alzheimer et la démence athérosclérotique, c'est-à-dire les vaisseaux qui se bouffent, sont toutes les deux fortement génétiques. OK. Alors, ne deviens pas Alzheimer qui veut et ne vois pas bouffer ses vaisseaux au cerveau qui veut. OK. Dans les deux cas, il y a une forte connotation familiale pour ces deux formes de démence-là. Alors, dans certaines familles, on observe plus d'Alzheimer que dans d'autres. Okay. Et souvent, les diagnostics sont difficiles. Le diagnostic différentiel est difficile à faire entre l'Alzheimer et la démence athérosclérotique. La plupart des médecins n'arrivent pas à le faire. Le diagnostic précis va se faire à l'autopsie. OK. Là, on va pouvoir vraiment, parce qu'au niveau des symptômes, ça peut se ressembler beaucoup. Que le vaisseau se bouche et cause la mort du neurone, ou que le neurone meurt, comme dans l'Alzheimer, écoute, il y a mort neuronale de toute façon, alors c'est pas mal, ça se ressemble pas mal au niveau des symptômes. OK. Puis dans le cas de la schizophrénie, s'il y avait je n'appellerais pas ça des biopsies, mais si quelqu'un décède et qu'on le savait donc porteur d'une forte schizophrénie, est-ce qu'ils ont perçu des choses spécifiques dans son cerveau? Est-ce qu'on est allé jusque-là? J'imagine que oui. Ben, au Douglas, ça commence, là. Allons pas trop vite. Okay. Ça commence. Et c'est pas tellement au niveau anatomique. Alors, pour ce qui est des démences, Alzheimer et athérosclérose cérébrale, c'est beaucoup plus une détérioration anatomique qu'on va voir au microscope. OK? OK. Tandis que la schizophrénie, de plus en plus, on est capable de voir des zones du cerveau qui ne fonctionnent pas bien avec les nouveaux scanners. OK. À émission de positrons, ce qu'on appelle les PET scans en anglais. Là. OK. Alors, c'est plus qu'une résonance magnétique cérébrale. C'est une image radiologique qui résulte ou qui nous donne un aperçu du fonctionnement physiologique du cerveau. Okay. Alors, il y a des zones qui fonctionnent trop, puis d'autres qui fonctionnent pas assez. C'est ça, la schizophrénie. Alors, au niveau de l'image, c'est beaucoup plus ça que de l'atrophie ou comme dans l'Alzheimer. Je comprends très bien.
il y a une forme à quelque part qui est purement bio, causée par un dommage quasiment palpable et visible, alors que l'autre, elle est... Ouais, ok, je comprends très bien. Pierre, l'autre fois, tu mentionnais que avant de pouvoir retourner à ton bureau, du côté de... C'est à quel endroit? C'est à Trois-Rivières qui est ton bureau, c'est bien ça? J'en ai deux. J'en ai déjà un bureau d'expertise et cabinet privé à Trois-Rivières. C'est ça. Et j'ai un bureau, un cabinet public à l'hôpital Comtois de Louisville. C'est ça. Je voulais savoir, et en même temps les auditeurs et auditrices, quand tu disais à un certain moment que tu avais le droit de pratiquer la psychanalyse. Oui. Alors là, ce soir, c'est une soirée d'information, donc faut que t'enseignes les gens, là. Là, ils veulent savoir quelle différence de pratique y a-t-il entre le Doc Mayou, qui, bien sûr, fait son job de psychiatre, et celui qui fait de la psychanalyse. Ça règle quoi? Puis t'opères ça de quelle façon? C'est très différent à tellement de points de vue. La psychanalyse est une approche qui permet à un individu de remonter le courant de sa vie et remonter à la source des malaises qu'il ressent au niveau psychologique. C'est une démarche d'introspection. Il regarde son passé et les principaux acteurs, avec les conséquences que ces acteurs-là ont eues sur sa vie. Cheminement qui permet de découvrir des éléments cachés, des éléments refoulés, qui influençaient son quotidien, mais de façon insidieuse, de façon voilée. Alors, c'est une introspection qui permet de limiter, de dégrossir l'inconscient vers eux. C'est ça, la psychanalyse. Et toi, tu deviens un fil conducteur en entretenant ton patient pour le diriger dans son trajet du passé ou quoi? Non. La psychanalyse est très peu directive. C'est vraiment un accompagnement fin. OK. C'est un accompagnement. En psychanalyse, on accompagne un individu qui a beaucoup de ressources intérieures, mais dont on a très mal pris soin lorsqu'il était petit. Est-ce que, en conclusion, tu remets, je sais pas, tes impressions, tes recommandations ou des choses du genre? Non. C'est le simple cheminement lui-même qui fait émerger par l'individu qui le pratique des solutions, en fait. Oui, c'est un accompagnement. OK. Parfois, il m'arrive, dans 1 heure de session analytique, de prononcer 3 phrases. Hey. C'est régulier. OK. Et est-ce que c'est j'imagine, puisque tu le fais, tu aimes la psychanalyse? Ah, j'adore. T'adores la psychanalyse? Écoute, c'est un privilège. Imagine, quelqu'un t'a choisi, Yves, pour l'accompagner au plus profond de son lui-même. C'est un grand privilège. Est-ce que c'est salvateur? Définitivement. Pour certains individus, ça peut s'avérer non seulement intéressant, non seulement instructif, mais littéralement salvateur. Il faut que je te dise que dernièrement... Ça va dans le sens de sauver. Sauver la vie, oui. Oui. Il faut que je te dise que dernièrement, ici, à l'Hôtel-Dieu de Québec, je rencontre le docteur Roy, qui est un chirurgien. Et il me parle un peu parce qu'il me connaît, bon bref, et il me dit, j'ai commencé à étudier la médecine à 18 ans, il a passé le cap du 60 ans, il dit, il est très rare que je fais des semaines sous la barre du 50 heures, et il dit, tu sais, moi j'ai la compassion du patient. Moi, ce qui m'intéresse, mon attrait particulier, c'est de soulager la douleur. Et il signifiait que dans toute ta cavale, le Doc Mayou, il a parlé de toi, il dit ça, c'est un homme qui a la compassion des patients également. Ce gars-là veut soulager. Puis il dit, c'est drôle, pareil, personne ne parle de ça. Donc tu vois, il y a des gens qui te reconnaissent, Pierre, comme étant aussi un intervenant médical qui a la compassion du patient pour soulager le patient. On dit jamais ça. À la base, t'es un docteur, Pierre. Définitivement. Alors, pour revenir à ton point tout à l'heure, oui. Lorsque je fais de la psychanalyse, je viens de l'expliquer, et lorsque je redeviens psychiatre, à ce moment-là, mon écoute est différente. J'écoute pour diagnostiquer un problème et intervenir avec des médicaments s'il y a lieu. OK.
Alors, et là, c'est le diagnostic de maladie psychiatrique qui va être beaucoup plus mon quotidien. Okay. Par exemple, la schizophrénie, l'autisme chez l'adulte, les maladies dégénératives, les maladies démentielles chez les vieillards, toutes sortes d'expertises qui tournent autour de ça. J'imagine qu'il doit y avoir une panoplie de diagnostics également. Là. Tu ne dois pas tourner autour de 2 ou 3. C'est quand même dense comme... Oh oui, il y a une certaine densité. C'est beaucoup plus que 2 ou 3. Il n'y en a pas 500, okay. Mais il y en a plusieurs douzaines. Là. Des diagnostics assez fréquents. Et avant d'attester et d'adjuger et de prescrire un médicament, il y a une pression quand même lourde sur toi parce que tu ne peux pas te tromper. En psychiatrie, le chirurgien, s'il se trompe, ça va avoir des conséquences graves sur la vie de son patient. Et le psychiatre qui fait une erreur peut effectivement mettre son patient en danger, surtout par des risques suicidaires et homicidaires. Je suis allé en voir un, encore cet après-midi, dans un centre pénitentiaire. Bon, disons une prison, là. C'est pénitentiaire. Un centre pénitentiaire, ouais. Oui, un centre pénitentiaire. Ouais. Dans un centre pénitentiaire, là, je le nommerai pas, cet après-midi même, et un individu souffrait d'une maladie psychiatrique et on lui a donné le mauvais traitement. Oh. Ce qui a eu comme effet, fort probablement, d'augmenter ses symptômes psychotiques. Et ça a possiblement résulté dans le décès de quelqu'un. Il y a toutes sortes de... C'est très... Et en psychiatrie, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Et des points de non-retour. Si on se trompe de médicaments puis qu'on augmente la maladie psychiatrique du patient, on est dans le trouble. Tu peux pas remédier à ça. Hein? Tu as avancé trop loin. Tu peux pas reculer. Il y a un dommage qui se fait, puis tu peux pas... C'est très sérieux. C'est très sérieux. Par exemple, si quelqu'un débute une schizophrénie et que le médecin de famille pense que c'est une simple dépression, lui donne un antidépresseur, il va augmenter les symptômes de la schizophrénie. Le patient, en l'espace de 2 ou 3 jours, se met à délirer davantage, peut être beaucoup plus désorganisé et bizarroïde. Donc, imprévisible, possiblement dangereux. Ça représente quoi en termes de pourcentage dans la population les gens qui sont atteints de toutes les diverses et les panoplies de maladies, appelons-le comme ça, mentales? Les deux principales, c'est la schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive, oui. le type affectif. Le trouble affectif majeur, bipolaire, la bipolarité, ça représente pas loin de 2%. Alors, habituellement, si on veut être conservateur, c'est 1 personne sur 100 pour la schizophrénie, et la vraie psychose maniaco-dépressive dépasse pas 1,5 de 1%. OK. Alors, j'ai du 10 dans 1000, là, finalement. Pardon? J'ai du 10 personnes qui seront atteintes sur 1000. Oui. OK. C'est que ça fait quand même du monde. On est 7 millions. Oui, ça fait plusieurs personnes, là. Ouais. Oui, ça fait plusieurs personnes au Québec, là. Ça fait plusieurs personnes au Québec. C'est vaste. Tu sais, tu as parlé tantôt, donc, pas le déficit d'attention, mais c'est-à-dire, comment tu as appelé ça, en rapport avec la dépression maniaco-dépressive, là, Oui, le trouble affectif. Le trouble affectif, oui, c'est ça, exact. Ouais. Et le burn-out là-dedans et tout, à un moment donné, il y a eu un mélange, il y a eu une fricassée de tout ça, mais c'est dans la même famille des dépressifs. Et des dépressions. Non? Le burn-out, ça, c'est très différent. OK. T'attaches pas la dépression au burn-out. Là, on sort de la maladie psychiatrique. OK. Mais non, parce qu'autrement, c'est autre chose, là. OK. Alors, le burn-out, lui, c'est de l'épuisement professionnel. C'est quelqu'un qui en fait trop, puis c'est le soldat qui était trop longtemps au front, il vient un peu mêlé, là. OK. Alors, il n'est pas nécessairement atteint psychiquement, mais il est vidé. Non. Okay. Ça peut être assez facilement quelqu'un qui s'est mis les pieds à la mauvaise place. Une des premières causes de burn-out,
individu qui choisit un travail ou une situation de travail qui ne lui convient pas. Bon. Pourquoi une personne choisit-elle? Je voyais, on en a parlé un peu. Oui. Et l'ambulancière qui fait un burn-out et qui est complètement traumatisé et qui rêve de retourner travailler dans ce domaine-là. Tabarnouche. Et il y a du monde qui sont autodestructeurs. Et le gouvernement ne pourra pas commencer à dire au monde, écoutez, faites attention, allez dans des sphères qui vous conviennent. D'où l'importance de bien se connaître. Oui, il y a énormément d'individus qui se connaissent mal, font des mauvais choix, pour différentes raisons et se retrouvent dans des situations qui ne leur conviennent pas. Maintenant, il y a effectivement des individus plus vulnérables qu'on exploite ou dont on abuse et qui vont aussi développer de l'épuisement professionnel. Bon, ça peut être la personne qui est à la mauvaise place et ça peut être une bonne personne à la bonne place, mais avec des mauvais supérieurs, des mauvais employeurs. Ça existe, ça aussi. Ben oui. T'as des mauvais employés, mais t'as des mauvais employeurs. Tu sais, t'as des employeurs sans cœur, intransigeants, qui vont surexploiter. C'est comme un peu, on est dans les séries éliminatoires au hockey. T'as des entraîneurs de hockey qui vont enguirlander, je pense que Tortorella, là, oui. Avec tout le temps une face de bœuf, il a été foutu dehors des Canucks de Vancouver, avec raison. Il sourit jamais. Il sourit jamais. Il va exiger, au lieu d'amener son équipe dans la cohésion avec plaisir, il l'amène en menaçant, en fouettant, en criant. Quasiment de la tyrannie. Ça marche pas, ça. Effectivement. Ça marche pas, ces choses-là. S'il ne brûle pas ses joueurs, il va les démotiver, et puis ça va paraître sur la glace et ils vont manquer de synchronisme. Alors, il y a des personnes qui sont pas à leur place, mais il y a des personnes qui sont à leur place, mais qui sont mal supervisées, mal employées. On s'est parlé quelques fois de radio, Pierre, parce que tu en as fait longtemps, et à succès. Et quand on rajoute à succès, c'est un euphémisme, là, ça a très bien marché. T'ennuies-tu de la ligne ouverte que tu maniais avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs? Est-ce que ça te manque? Non, je peux pas dire. Non? J'aime la psychiatrie. Moi, je suis pas allé faire de la radio pour en faire une carrière. C'est un peu par défaut que j'ai abouti dans ce domaine-là. C'est avec ma grande trappe puis ma disponibilité à accorder des entrevues. À un moment donné, j'ai été approché et on voulait que j'en fasse beaucoup plus parce qu'on aimait ce que j'avais à dire. On trouvait ça challengeant, on trouvait ça provoquant, on trouvait ça éclairant. T'sais. Il y avait différentes réactions et ça l'a beaucoup plu. Une quotidienne, on en 3/4 à la radio. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça, là. Non, effectivement. 5 jours semaine, en plus de ta pratique. Il y en a quelques-uns, mais je t'assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Au travers de ta pratique, tout ça, t'as jamais arrêté de pratiquer en même temps que j'ai jamais arrêté de pratiquer. Mais ça te manque pas? Non, écoute, demain matin, là, je vais aller passer, je t'annonce ça, là, demain matin, je passe à la télévision, à TVA, concernant le triste anniversaire de la tuerie de l'Assemblée nationale à Québec. Ben, j'ai justement entendu Moret à choix diffuser l'intégrale d'Arthur à CJRP dans le temps. Oui. Hein? Où on entend également la fameuse cassette qui avait été portée l'ortie au bureau de CJRP. Oui. Il avait fabriqué 3 cassettes, une pour l'aumônier, une pour sa conjointe, une pour André Arthur. Et c'est André Arthur, en cessant de parler dans son émission matinale, qui donnait le signal à Denis Ortiz d'attaquer l'Assemblée nationale. Au lieu de s'amener de monde, il écoutait la radio, puis c'était le fait que... Puis pour des raisons X, André Arthur avait cessé de faire son émission 20 minutes avant 10 ans. Oui, parce que sa mère était à l'hôpital. C'est
Oui. C'est pour ça que Denis Lortie est arrivé 20 minutes trop tôt, selon bleu. On a même entendu aujourd'hui Arthur recevoir l'appel d'une dame qui était assignée à la caméra de l'Assemblée nationale et qui a filmé 22 minutes totales, justement, Lortie avec le sergent d'armes qui vient là. Et sur ces images-là, on entend quelque chose, justement, je voulais t'en parler, Pierre, sur le niveau de conscience de Lortie, parce qu'à un moment donné, un policier de la police provinciale, de la SQ, est en haut dans, appelons ça le JB, ou sous la passerelle, et est en train de parler à Lortie, et Lortie lui dit « Tire-moi, ma vie est finie ». Et je me suis dit à ce moment-là, s'il dit que sa vie est finie, c'est qu'il est toujours bien conscient de ce qu'il vient de faire, parce que ce qu'il vient de faire peut très bien résulter d'une vie qui est finie. Alors, il était conscient de ce qu'il fait. Là, tu t'épouses la thèse de la couronne à l'époque qui disait que Lortie savait très bien ce qu'il faisait. Ben, avec cette réaction-là, ouais. Quand le sergent d'armes Jalbert s'approche puis il s'adresse à Lortie, il dit qu'un soldat. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Lortie le regarde et il dit, je capote tabarnak, comprends-tu ça? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais, le fameux je capote tabarnak, là, ça peut pas être plus... Puis là, il prend son dentier puis il le garoche. Et là, c'est pas beau. Comprenons que si ce gars-là avait toute sa tête, là, il aurait pas... Là, il était debout devant le trône à l'Assemblée nationale. Là, il savait pas trop quoi faire. Il regardait, puis tu sais, il savait pas quoi faire. Puis là, le sergent d'armes Jalbert lui demande qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que tu fais là? Ou qu'est-ce qui se passe? Il dit, je capote, tabarnak. Il dit, comprends-tu ça? Ouais. Ça peut pas être plus clair. Et quelques instants plus tard, avant de dire ce que tu as entendu, il dit à un policier qui était en haut, un tireur d'élite, il dit, tasse-toi un petit peu. Il dit, tu vas avoir un meilleur angle de tir. Oui. Ouais. Il y a bien que ça n'a pas de bon sens. Tu sais. On a essayé de le faire passer pour un terroriste envoyé par le fédéral pour exterminer le pays. Non, mais ça, c'est... Non, ça, je comprends que c'est débile, là. Mais... Et c'est ce qu'on a quand même essayé de faire à l'époque, Yves. Ah ouais? Ben voyons donc. Ben, j'étais là. Mais ça, c'est de la schizophrénie, là. Voyons donc. Envoyer un fédéral pour le... le PQ, écoute, j'ai senti, pendant tout ce procès-là, une tension incroyable. Ah ouais? Oh oui. L'avocat de la couronne, André Plante, d'après moi, faisait l'impossible pour m'écarter du dossier et faire en sorte que Lortie soit reconnu en pleine possession de ses moyens. Ouais. Il le voulait, André Plante, l'avocat de la couronne à l'époque, voulait Lortie saint d'esprit. Et Plante, d'ailleurs, a même essayé de me faire coffrer, de me faire incarcérer pour outrage au tribunal. Oh oui. Tu savais pas ça, hein? Non. Oh, le monsieur André Plante, il s'est fait aller pas mal fort contre ton humble serviteur à l'époque. Et il m'avait demandé, Docteur Mailloux, il dit, est-ce que vous avez assisté à tout le procès? Je réponds oui, excepté une demi-journée. OK. Et là, ils ont fait venir un policier, il a suspendu, il a fait venir un policier qui avait tout pris note de mes allées et venues. Et c'était exact. OK. Il avait essayé de me coincer sur un mensonge, sur un parjure, pour pouvoir me faire descendre en direct aux cellules et m'annihiler de ce procès-là. Sans doute... J'avais trouvé ça assez ordinaire. J'avais trouvé ça ticlin à l'époque. Sans doute vas-tu donner quelques détails du genre demain. Donc, demain à TVA qu'on va te voir. Oui, à TVA, là, j'accorde une entrevue à Mario Dumont là-dessus. OK. Hey, merci, Pierre. Ça me fait plaisir, Yves. Bon temps à toi et on se reparle toujours avec le même plaisir et le même intérêt. Merci pour les éclaircissements également. Salut, Pierre.